Mardi dernier, en soirée, au Le Chardon Bleu, un restaurant chic du quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, j'ai vu ma petite amie depuis 2 ans, Chloé, exécuter ce qu'elle croyait être le coup de maître ultime dans une relation. Rejeter publiquement ma demande en mariage pour me forcer à acheter une bague plus chère et à supplier pour une seconde chance. Le problème ? Je n'avais pas encore fait ma demande. Et après ce que j'avais surpris la veille, je ne le ferai jamais. Cela a commencé lundi soir quand je suis passé à l'appartement de Chloé pour lui déposer son cadeau d'anniversaire de rencontre un peu en avance. J'avais trouvé un livre de recettes vintage qu'elle avait mentionné vouloir des mois auparavant, le genre de geste attentionné qui faisait autrefois briller ses yeux avant que les réseaux sociaux ne deviennent sa principale lentille pour voir notre relation. Elle m'a envoyé un SMS disant qu'elle était en retard de la salle de sport, m'a dit de rentrer et d'attendre. L'appartement était silencieux, à l'exception du bruit de la douche et des voix provenant de son ordinateur portable posé sur le comptoir de la cuisine. J'étais sur le point de le fermer quand j'ai reconnu la voix. Tiffen Moreau, la nouvelle amie de Chloé, l'influenceuse lifestyle avec 50 000 abonnés qui était en quelque sorte devenue sa plus proche confidente au cours des 6 derniers mois. Le chat vidéo était toujours actif et je pouvais voir 4 visages à l'écran, clairement en train de conclure ce qui semblait être une importante séance de planification. Donc, nous sommes tout au clair pour demain soir, disait Tiffen, sa voix portant cet enthousiasme performatif que les influenceurs utilisent quand ils sont excités par les opportunités de contenu. Sophie, tu es à la table près de la fenêtre avec le bon angle de caméra. Nadia, tu es positionnée près du bar où tu peux capturer son visage. Clara et moi serons au coin banquette. Cela nous donne une couverture complète sous tous les angles. Je n'arrive toujours pas à croire que nous allons vraiment faire ça, lança la voix de Clara, plus jeune et plus excitée que les autres. Ça va être absolument épique. Je veux dire, le drame, la tension, la récompense, c'est parfait. Quelque chose dans le ton conspirateur m'a fait m'asseoir au comptoir au lieu de partir. Quelque chose m'a fait continuer à écouter. Ça va être absolument parfait, la voix de Chloé a retenti de la salle de bain, légèrement distante, mais assez claire. Alexandre fait des allusions à une demande en mariage depuis des semaines maintenant. Il va certainement le faire demain soir à notre dîner d'anniversaire de rencontre. Il n'est pas vraiment subtil quand il planifie quelque chose de romantique et quand il le fera, tu le rejetteras devant tout le monde. Nadia Perrault a terminé avec sa voix d'avocate d'entreprise, nette et calculée. Exprime ta déception à propos de la bague, à propos du manque de planification et d'effort, à propos de te sentir sous-estimé dans la relation. Assure-toi que tout le monde dans ce restaurant entende chaque mot. La clé est de le faire se sentir suffisamment gêné pour qu'il fasse mieux la prochaine fois. Ma main s'est figée sur l'ordinateur portable. Mon sang s'est glacé alors que les implications me frappaient. Ma cousine a essayé exactement cette stratégie avec son petit ami l'année dernière, a poursuivi Nadia, se chauffant clairement à son rôle de conseillère stratégique du groupe. Il avait choisi ce diamant d'un demi-carat absolument pathétique chez un bijoutier discount. Elle l'a rejeté là, au restaurant. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas accepter quelque chose qui ne reflétait pas correctement son engagement envers leur relation ou son potentiel de revenus. Il était tellement mortifié devant tous leurs amis et leur famille qu'il lui a acheté une amélioration de 2,5 carats la semaine suivante et a refait sa demande dans un complexe 5 étoiles à Saint-Tropez. Elle l'a entraîné à monter en gamme. Et nous savons toutes comment ma demande en mariage est devenue virale, a ajouté Tiffen avec une fierté évidente. 2 millions de vues sur TikTok et Instagram, des articles dans 3 magazines en ligne différents, et j'ai gagné 15 000 abonnés grâce à ce seul post. Chloé, une fois que nous aurons monté et publié ces images avec les bonnes légendes et hashtags, tu vas exploser sur les réseaux sociaux. Le récit d'une femme qui connaît sa valeur et refuse de se contenter de moins que ce qu'elle mérite. C'est exactement le genre de contenu que les gens recherchent en ce moment. C'est stimulant. C'est audacieux. C'est un sujet de conversation. Assure-toi absolument d'avoir son visage quand ça arrivera, a dit Chloé, et je pouvais entendre l'excitation authentique monter dans sa voix. Je veux capturer le moment exact où il réalisera qu'il a complètement foiré. Ce moment de reconnaissance où il comprend qu'il n'a pas répondu à mes attentes. Ce sera le cliché en or de toute la vidéo. Sophie Dupont-Rodriguez a pris la parole. Son expertise de gestionnaire de réseaux sociaux était évidente. Oh, nous aurons tout. Ne t'inquiète pas. J'apporte mon appareil photo professionnel, je ne me contente pas de séquences téléphoniques. Nous aurons plusieurs angles, un éclairage parfait de l'ambiance du restaurant, et je le montrerai pour maximiser l'impact émotionnel.
Ce sera absolument cinématographique quand nous aurons fini. Et s'il a réussi à acheter une belle bague, a demandé Clara, une pointe de doute s'immisçant dans son enthousiasme. Je veux dire, et s'il te surprenait et te trouvait quelque chose de vraiment impressionnant? Il ne l'a pas fait, a dit Chloé avec une certitude absolue, et la confiance dismissive dans sa voix m'a blessé plus que tout ce que j'avais entendu. Fais-moi confiance, je sais exactement combien gagne Alexandre en tant qu'architecte logiciel. J'ai vu ses fiches de paie. Il fait des allusions à l'utilisation de la bague de sa grand-mère, ce qui est mignon d'un point de vue sentimental, mais totalement démodé et franchement embarrassant. C'est cette pièce art déco des années 1950 que son grand-père a achetée avec un salaire d'enseignant. Pas question que j'accepte une antiquité alors que je pourrais avoir quelque chose de moderne, substantiel et vraiment digne d'Instagram. Ce rejet public sera le signal d'alarme dont il a besoin pour comprendre ce que je mérite réellement de cette relation. La douche s'est arrêtée. J'ai entendu Chloé dire à ses amis qu'elle devait y aller, promettant d'envoyer des mises à jour par SMS tout au long de la soirée suivante. J'ai fermé soigneusement l'ordinateur portable sans être détecté. J'ai posé le livre de recettes vintage sur son comptoir avec une courte note. Joyeux anniversaire de rencontre en avance. J'espère que tu apprécieras ceci et j'ai quitté son appartement avant qu'elle ne sorte de la salle de bain. Dans ma voiture, je suis resté 10 minutes entières sur le parking, assimilant tout ce que je venais d'entendre. Mes mains agrippaient le volant tandis que mon esprit travaillait sur les implications. La femme à qui j'avais l'intention de demander en mariage le mois prochain, dans un moment privé et profondément significatif, venait d'orchestrer un plan d'humiliation publique élaboré, conçu pour me manipuler afin que je lui achète une bague plus chère. Elle avait recruté tout son groupe d'amis, leur avait attribué des positions de tournage comme s'il s'agissait d'un tournage vidéo professionnel, avait discuté de mon salaire comme si j'étais un distributeur de billets ambulants, et avait prévu de rejeter la bague de ma grand-mère, celle qui avait symbolisé 54 ans d'un mariage authentique construit sur l'amour et la confiance, parce qu'elle n'était pas assez impressionnante pour ses abonnés Instagram. Quand je suis rentré chez moi, j'ai sorti la petite boîte en velours de mon tiroir de bureau où je la gardais en sécurité. À l'intérieur se trouvait la bague en diamant art déco qui avait été au doigt de ma grand-mère du jour où mon grand-père l'avait demandée en mariage en 1952 jusqu'au jour de son décès l'année dernière. Mon grand-père avait économisé pendant des mois pour l'acheter avec le modeste salaire d'un professeur de lycée. Et ils avaient construit une belle vie ensemble basée sur l'authenticité, la communication et l'amour véritable, pas sur les carats, les prix ou la validation des réseaux sociaux. J'ai regardé cette bague pendant longtemps, en pensant à ce qu'elle représentait. Puis j'ai remis la boîte dans le tiroir et je l'ai refermée. Chloé ne verrait jamais cette bague maintenant. Elle avait perdu ce privilège au moment où elle avait décidé que notre relation était un contenu à produire plutôt qu'un partenariat à chérir. Mais je n'allais pas la confronter à ce que j'avais entendu. Je n'allais pas lui donner l'occasion de mentir, de me manipuler psychologiquement, ou de retourner la situation. Une meilleure idée se formait lentement dans mon esprit. Si Chloé voulait mettre en scène une performance publique, si elle voulait me tester devant un public, si elle voulait voir comment je réagirais à une manipulation calculée, alors elle était sur le point d'apprendre quelque chose de très important sur l'homme qu'elle fréquentait depuis 2 ans. Je n'étais pas le genre de personne qui suppliait ou implorait l'attention ou l'approbation de qui que ce soit. Je n'allais pas danser comme une marionnette entraînée pour elle et ses amis, et je n'allais certainement pas leur donner la réaction dramatique et désespérée qu'elles attendaient et espéraient capturer avec leur caméra. Le lendemain soir, je suis arrivé au « Le Chardon Bleu », 15 minutes en avance pour notre réservation de 19h30. Les murs de briques apparentes du restaurant, l'esthétique industrielle chic et l'éclairage aux ampoules Edison créaient exactement le genre d'atmosphère romantique et haut de gamme que Chloé avait spécifiquement demandé lorsque j'avais fait la réservation 2 semaines plus tôt. C'était le cadre parfait pour ce qu'elle croyait être son moment viral. Je les ai repérés immédiatement. Elles n'étaient pas aussi subtiles qu'elle le pensait. Tiffen et Clara étaient assises dans le coin banquette, essayant d'avoir l'air décontracté tout en étant évidemment positionnées pour des angles de vue optimaux. Nadia était perchée au bar, sirotant un cocktail cher, son téléphone déjà posé sur le comptoir du bar. Sophie avait revendiqué une table près de la fenêtre, son appareil photo professionnel partiellement obscurci par un menu stratégiquement placé, mais clairement prêt à l'action. Elles étaient toutes bien habillées, essayant de se fondre dans la masse des autres convives, mais je pouvais les voir échanger des regards et consulter leur téléphone, coordonnant leur surveillance comme des espions amateurs planifiant un cambriolage. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Chloé. J'arrive avec 5 minutes de retard. Tellement excité pour ce soir. Cœur rouge. Cœur rouge.
cœur rouge. J'ai commandé un verre de vin et je les ai regardés me regarder. Nadia a vérifié son téléphone à plusieurs reprises, probablement dans un chat de groupe coordonnant leur position. Sophie a légèrement ajusté l'angle de son appareil photo, s'assurant d'avoir un plan clair de notre table réservée. Tiffen continuait de jeter des coups d'œil vers l'entrée, attendant l'arrivée de Chloé. Elles avaient planifié cela si soigneusement, attribué des rôles et des positions à chacun, discuté des angles de caméra et de la stratégie de contenu. Elles n'avaient absolument aucune idée que je connaissais chaque détail de leur stratagème. Chloé est arrivée à 19h35, absolument superbe dans une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Clairement achetée spécifiquement pour le contenu prévu ce soir. Elle m'a embrassé chaleureusement la joue, s'est glissée gracieusement dans son siège en face de moi, et a immédiatement suggéré que nous prenions une photo ensemble pour les souvenirs. L'ironie de cette phrase ne m'a pas échappé. J'ai obtempéré. Pourquoi ne pas la laisser prendre ses photos? Le dîner a progressé normalement au début, du moins en apparence. Nous avons commandé des entrées, la burrata et le poulpe, et nous avons partagé des histoires sur nos semaines de travail. Nous avons ri de blagues que nous avions développées au cours de 2 ans ensemble. Pour tout observateur extérieur, nous ressemblions à un couple heureux célébrant une étape importante. Mais j'ai remarqué des choses que personne d'autre n'a probablement vues. Ses yeux ne cessaient de se tourner vers les tables de ses amis, vérifiant qu'elles étaient prêtes. Elle a posé son téléphone face visible sur la table, l'écran s'éclairant occasionnellement avec ce que je supposais être des messages de chat de groupe. Elle a continué à orienter notre conversation vers notre avenir commun et notre engagement à long terme et ce que le prochain chapitre nous réserve. Toutes des phrases qui semblaient assez naturelles, mais qui menaient clairement à son moment planifié. Ce restaurant est si beau, a-t-elle dit à l'arrivée de notre plat. Elle avait commandé le bar. J'avais pris la joue de bœuf. Tu sais toujours exactement comment rendre les moments spéciaux et mémorables. J'essaie de mon mieux de te montrer à quel point tu comptes pour moi, ai-je répondu calmement, en sirotant mon vin. Son expression a légèrement changé, une transition pratiquée que je n'aurais peut-être pas remarqué si je n'avais pas su ce qui allait arriver. Vraiment? Je veux dire, vraiment? Voilà, ai-je pensé. C'est là que la performance commence. As-tu quelque chose en tête, ai-je demandé avec une neutralité prudente. Elle a pris une respiration délibérée, ses yeux clignotant brièvement vers la table de Tiffen avant de revenir au mien. Alexandre, nous sommes ensemble depuis 2 ans maintenant. C'est une étape vraiment significative dans n'importe quelle relation. Tu sais, cela représente un investissement sérieux de temps et d'émotion. Ça l'est absolument, ai-je réadili convenu. Et j'ai beaucoup réfléchi récemment à ce qui nous attend, aux attentes, à l'engagement et à l'avenir. Elle a fait une pause pour un effet calculé, à savoir si nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde quant à ce que signifie réellement un vrai partenariat et un engagement en pratique. J'ai remarqué que le restaurant autour de nous devenait progressivement plus silencieux. D'autres convives commençaient à percevoir le changement d'énergie à notre table. La façon dont les conversations ont tendance à s'interrompre lorsqu'elles sentent un drame se dérouler à proximité. À quoi ressemble un vrai partenariat pour toi, ai-je demandé avec une curiosité sincère. Elle s'est lancée dans ce qui était clairement un discours soigneusement répété. Elle a parlé d'amis qui se fiançaient avec des demandes en mariage élaborées et des gestes significatifs. Elle a mentionné le fait de sentir qu'elle devait voir plus de preuves concrètes d'engagement. Elle a évoqué le désir de se sentir vraiment valorisée et priorisée dans la relation. C'était en fait une assez bonne performance. Je pouvais voir pourquoi elle l'avait pratiqué avec ses amis. Sa voix avait le juste mélange de vulnérabilité et de force, de blessure et d'espoir. Quand elle a finalement terminé son monologue, le dessert est arrivé. Une assiette spéciale anniversaire que j'avais précommandée avec joyeux 2 ans écrit en sauce chocolat. Elle a souri de ce sourire parfait prêt pour Instagram que je l'avais vu pratiquer devant les miroirs. C'est si beau, Alexandre. Tu penses vraiment à tout, n'est-ce pas? J'ai mis la main dans la poche de ma veste. Ses yeux se sont immédiatement illuminés d'anticipation. Aux tables voisines, j'ai vu des téléphones changer subtilement de position, s'orientant vers nous. C'était ça. C'était le moment qu'elles attendaient toutes, qu'elles avaient planifié, pour lequel elles s'étaient positionnées afin de le capturer. J'ai sorti le porte-addition en cuir contenant ma carte de crédit et j'ai calmement signé le reçu, ajoutant un généreux pourboire pour notre serveur, qui avait fourni un excellent service toute la soirée. Le visage de Chloé est devenu complètement vide, son sourire répété se figeant puis s'estompant lentement. Est-ce que... y a autre chose?
Comme quoi, ai-je demandé agréablement, en remettant ma carte de crédit dans mon portefeuille. Alexandre. Sa voix est tombée à ce qu'elle pensait probablement être un chuchotement privé, mais elle était certainement assez forte pour que les tables voisines l'entendent clairement. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Je pense qu'il est tout à fait raisonnable de s'attendre à certaines étapes à ce stade d'une relation sérieuse. Quelles étapes spécifiques as-tu en tête? Elle devait le dire directement maintenant, son script s'effondrant. Des fiançailles, une demande en mariage, une bague, la prochaine étape de notre engagement l'un envers l'autre. J'ai posé mon verre de vin et les regardé calmement. Tu veux te fiancer? Eh bien, oui, bien sûr. Tu ne veux pas ça aussi? Je pensais que les demandes en mariage étaient censées se produire lorsque les deux personnes se sentaient vraiment prêtes, et non pas parce qu'il y a une échéance arbitraire ou une pression externe. Elle était visiblement en train de perdre le contrôle de son scénario soigneusement planifié, improvisant. Maintenant, je ne demande rien et je ne te donne pas d'ultimatum. J'essaie juste de communiquer que si tu avais l'intention de me demander en mariage ce soir, je veux que tu saches que j'ai certaines attentes quant à ce à quoi cela devrait ressembler, à ce que cela devrait représenter. Quelles attentes exactement, ai-je demandé, en gardant ma voix calme et curieuse. La bague devrait refléter correctement ton engagement envers moi et envers notre relation. Elle devrait refléter ton potentiel de revenu et ta réussite professionnelle. Elle devrait refléter ce que je représente réellement pour toi en tant que partenaire. Elle s'enfonçait de plus en plus à chaque mot. Et je pouvais voir ses amis se sentir mal à l'aise à leurs tables respectives. Combien devrait coûter la bague, ai-je demandé directement. Ce n'est pas spécifiquement le coût exactement. Alors de quoi s'agit-il exactement? Le visage de Chloé est devenu rouge. Elle a fouillé dans son sac de créateur et en a sorti une petite boîte à bagues, une que j'ai immédiatement reconnue comme un accessoire bon marché du bijoutier. Elle avait mentionné l'avoir vue la semaine dernière. Elle l'a posée sur la nappe blanche entre nous avec une cérémonie délibérée. J'ai trouvé ça dans ton appartement la semaine dernière quand je cherchais quelque chose, a-t-elle dit, sa voix portant maintenant clairement à travers le restaurant qui était presque complètement silencieux. Je suppose que tu avais l'intention de me demander en mariage ce soir à notre dîner d'anniversaire de rencontre. Mais Alexandre, je dois être honnête avec toi. Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé pour cette étape importante de ma vie. Cela ne reflète pas ce que j'ai besoin de voir d'un engagement sérieux. Le restaurant était maintenant complètement silencieux. Toutes les conversations s'étaient éteintes. Tous les yeux dans la pièce étaient sur nous. Ses amis avaient leur téléphone clairement visible maintenant, enregistrant ouvertement sans aucune prétention de subtilité. D'autres convives avaient même sorti leur propre téléphone. Sentant que quelque chose de dramatique et d'inhabituel se déroulait. J'ai pris la petite boîte et l'ai examinée avec une curiosité sincère, la tournant dans mes mains, l'ouvrant lentement, regardant la bague en bijouterie fantaisie évidemment bon marché à l'intérieur. Elle lui a probablement coûté 20 € tout au plus. C'est très intéressant, ai-je dit d'un ton de conversation. Que veux-tu dire? Sa voix avait maintenant une pointe de panique. Ce n'est pas la mienne. Je n'ai jamais vu cette bague de ma vie. Son visage s'est vidé de toute couleur. Je l'ai trouvée dans ton appartement, dans le tiroir de ton bureau. Où exactement l'as-tu trouvée? Parce que je peux te dire avec une certitude absolue que je ne possède pas cette bague et je ne l'ai jamais vue avant ce moment exact. Elle bégayait maintenant. Son discours d'avocate répétait complètement abandonné. Je pensais que c'était. J'ai supposé. As-tu acheté cette bague toi-même, Chloé? Le silence dans le restaurant était suffocant. As-tu acheté cette bague bon marché spécifiquement pour pouvoir la rejeter publiquement devant toutes ces personnes et tes amis avec leurs caméras? Je pouvais voir ses amis échanger des regards paniqués à travers le restaurant. L'appareil photo coûteux de Sophie avait cessé d'enregistrer. Nadia regardait intensément son cocktail comme s'il pouvait offrir une issue de secours. Clara avait l'air de vouloir désespérément disparaître à travers le sol. Seule Tiphaine a gardé un peu de sang-froid, bien que même elle ait l'air incertaine maintenant. Je ne sais pas de quoi tu parles, a chuchoté Chloé, toute la confiance et l'énergie de la performance s'étant complètement évaporée de sa voix. J'ai calmement sorti mon téléphone et l'ai ouvert sur l'application dictaphone. Je n'avais pas vraiment d'enregistrement. Ce serait illégal en France sans le consentement des deux parties, mais elle n'avait aucun moyen de le savoir. Dois-je diffuser l'enregistrement de votre chat vidéo d'hier après-midi, ai-je demandé doucement, mais assez fort pour que les tables voisines l'entendent.
Celui où vous et vos amis avez planifié toute cette scène en détail. Où Nadia a parlé de sa cousine manipulant son petit ami pour qu'il améliore sa bague de fiançailles. Où Tiffen vous a entraîné à obtenir du contenu vidéo viral. Où vous avez discuté de mon salaire exact et de ce que vous pensiez que je pouvais me permettre de dépenser. Où vous avez qualifié la bague de ma grand-mère d'antiquité embarrassante qui n'était pas assez digne d'Instagram pour vos standards. La main de Chloé s'est portée à sa bouche, ses yeux grands ouverts d'un choc et d'une peur authentique. Alexandre, s'il te plaît, non. Je me suis levé lentement, ma voix portant clairement à travers le restaurant maintenant silencieux. Mes sincères excuses à toutes les personnes présentes pour le dérangement de votre soirée. Je veux être clair. Il n'y aura pas de demande en mariage ce soir. En fait, il n'y en aura pas du tout. Je me suis tourné vers Chloé, parlant assez fort pour que tout le monde entende, mais en gardant ma voix calme et mesurée. Tu as prévu de rejeter une fausse demande en mariage que tu as mise en scène toi-même avec une bague factice que tu as achetée pour me manipuler afin que je t'achète une bague plus chère. Tu as recruté tes amis pour filmer le tout pour du contenu sur les réseaux sociaux. Tu as discuté de mon salaire et de ce que tu calculais que je pouvais me permettre comme si j'étais un distributeur de billets. Tu as transformé ce qui aurait dû être un moment intime et authentique entre deux personnes qui s'aiment en une performance pour les likes et les abonnés Instagram. J'ai fait un geste vers les tables de ses amies où elles étaient toutes figées dans divers états de mortification. Et elles sont toutes là, positionnées à différentes tables avec leurs caméras et téléphones, filmant tout. Exactement comme vous l'aviez prévu hier. Sophie a immédiatement baissé son appareil photo sous la table. Clara avait l'air au bord des larmes. Le sang-froid professionnel de Nadia s'était complètement effondré. Même Tiffen semblait incertaine de la marche à suivre. Tiffen s'est levée, essayant de sauver quelque chose de l'épave. C'est complètement inapproprié, Alexandre. Tu l'embarrasses en public. Je l'ai regardé fixement. Je l'embarrasse en refusant de participer à son plan de manipulation. Nadia s'est approchée de notre table, ses instincts d'avocate reprenant le dessus. Tout ce qu'elle voulait, c'était que tu montres que tu es sérieux au sujet de la relation et de l'avenir en lui achetant une bague plus chère qui corresponde à ses normes Instagram. C'est votre définition de montrer du sérieux. Sophie les a rejointes. Son appareil photo coûteux abandonné à sa table. Tu transformes ça en quelque chose de bien plus grand que ce que ça devrait être. Plus grand qu'un rejet public mis en scène filmé pour du contenu viral ? Plus grand que de discuter de mon salaire et de calculer la bague que je peux me permettre ? Plus grand que de qualifier le symbole du mariage de 54 ans de ma grand-mère d'antiquité embarrassante ? Clara pleurait ouvertement maintenant. Son mascara coulait. Nous essayons juste de l'aider à obtenir la demande qu'elle mérite. Aider avec quoi exactement, ai-je demandé en les regardant chacune. Lui apprendre que l'amour est transactionnel, que les relations sont des performances pour les réseaux sociaux, que la manipulation et la malhonnêteté sont des tactiques acceptables ? Qu'un homme est jugé par ce qu'il peut acheter plutôt que par la façon dont il traite les gens ? Je me suis tourné vers Chloé, adoucissant légèrement ma voix, mais en maintenant une clarté absolue. Si tu voulais une demande en mariage, tu aurais pu en parler en privé avec moi. Si tu te sentais sous-évalué dans notre relation, tu aurais pu me le dire directement lors d'une conversation mature. Si tu avais des attentes spécifiques concernant une bague de fiançailles, nous aurions pu en discuter ensemble comme des adultes. Mais au lieu de cela, tu as choisi la manipulation. Tu as choisi la tromperie. Tu as choisi la performance plutôt que l'authenticité. Tu as choisi de valoriser le contenu Instagram et le nombre d'abonnés plutôt que l'intimité et la confiance réelle. Ça ne devait pas se passer comme ça, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage, son maquillage soigneusement appliqué. Comment ça devait se passer exactement, ai-je demandé. J'étais censé me prosterner devant tout le monde, te supplier de reconsidérer, te promettre de t'acheter quelque chose de plus cher qui réponde à tes normes arbitraires, me mettre à genoux et te supplier. Tu devais me montrer que tu m'aimes vraiment, a-t-elle dit désespérément. Et tu viens de me montrer que tu ne comprends pas ce qu'est l'amour. L'amour véritable n'exige pas de test, de jeu ou de manipulation. L'amour véritable n'a pas besoin d'être joué pour un public ou capturé pour du contenu. L'amour véritable est construit sur la confiance, l'honnêteté et une connexion authentique. Toutes les choses que tu as choisi de jeter quand tu as planifié ce stratagème. J'ai enfilé ma veste calmement. Tes amis peuvent s'occuper de ta part de l'addition ce soir. Je suis sûr qu'elles auront beaucoup de séquences à éditer et à publier avec le récit qu'elles voudront créer. Elle a attrapé mon bras désespérément.
S'il te plaît, ne fais pas ça ici. Pas devant toutes ces personnes. Tu as choisi ici. Tu as spécifiquement choisi ce cadre public. Tu as choisi d'en faire une performance avec un public. Tu as choisi d'impliquer toutes ces personnes en mettant en scène une scène. La seule différence entre ce que tu as planifié et ce qui se passe réellement, c'est que je ne suis pas ton scénario. J'ai doucement mais fermement retiré sa main de mon bras et je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, je pouvais l'entendre s'effondrer dans sa chaise, ses amis se précipitant pour l'entourer, d'autres convives bourdonnant de conversations et de commentaires choqués. Quelques personnes applaudissaient discrètement. Plusieurs filmaient toujours avec leur téléphone, bien que maintenant elles capturaient quelque chose de très différent de ce que Chloé avait voulu. Dehors, rue de Rivoli, l'air frais de la nuit parisienne était un soulagement après la tension étouffante du restaurant. J'avais parcouru peut-être un demi-pâté de maison quand j'ai entendu des pas rapides derrière moi. « Alexandre, attends, s'il te plaît. » Je me suis retourné. Chloé m'avait suivi dehors, le mascara coulant sur son visage, ses amis la suivant comme des enfants coupables qui avaient été pris en flagrant délit de quelque chose qu'elle savait être mal. « Pouvons-nous en parler en privé, s'il te plaît ?» a-t-elle demandé désespérément, sa voix brisée. Qu'y a-t-il à dire? Ce n'était pas mon idée. Tiphaine l'a suggéré initialement. Elle a dit que ça avait marché pour la cousine de Nadia. Je voulais juste que tu vois à quel point je suis sérieuse au sujet de notre avenir ensemble. Je voulais que tu comprennes ce que cette relation signifie pour moi. En mettant en scène un faux rejet? En me manipulant par l'humiliation publique? C'est comme ça que tu démontres ton sérieux. Je t'aime. J'ai fait une terrible erreur. Ne vois-tu pas ça? Tu n'as pas fait d'erreur, Chloé. Les erreurs sont des accidents. Des choses qui se produisent dans des moments de mauvais jugement sans préméditation. Tu as fait un choix délibéré. Plusieurs choix en fait, sur plusieurs jours de planification et de coordination. Tu as recruté des complices. Tu as acheté un accessoire. Tu as assigné des positions de caméra. Tu as répété tes lignes. Tu as discuté de stratégie et d'objectifs de contenu. Ce n'est pas une erreur. C'est une campagne. Tiphaine a avancé, essayant d'affirmer une certaine autorité. Alexandre, tu es incroyablement rigide et intransigeant face à cette situation. Je l'ai regardé avec quelque chose entre la pitié et le mépris. Je le suis? Nadia a rejoint le groupe, sa voix professionnelle retrouvée. Toutes les relations ont besoin d'un peu de drame et de tension pour rester vitales et vivantes. Ce genre de test est tout à fait normal dans les relations modernes. Est-il normal d'acheter une fausse bague pour la rejeter? Ai-je demandé directement. Est-il normal de recruter des amis pour filmer l'humiliation attendue de votre petit ami pour du contenu sur les réseaux sociaux? Est-il normal de discuter du salaire de quelqu'un et de calculer la bague qu'il peut se permettre comme si vous achetiez une voiture? Est-il normal de qualifier les héritages familiaux de votre partenaire d'antiquités embarrassantes? Sophie a parlé faiblement. Nous ne faisions que soutenir notre amie et essayer de l'aider à obtenir ce qu'elle veut. Vous encouragiez un comportement toxique et manipulateur. Il y a une différence significative entre soutenir quelqu'un et l'aider à blesser les gens. Clara sanglotait ouvertement maintenant, sa voix étranglée. Nous voulions juste qu'elle obtienne la demande qu'elle mérite, le genre de moment dont chaque femme rêve. Elle a eu exactement ce qu'elle mérite, ai-je dit fermement, un spectacle public qui a révélé ses vraies priorités et valeurs. Félicitations à vous toutes. Vous avez un excellent contenu pour vos réseaux sociaux. Assurez-vous de le publier avec des légendes précises sur ce qui s'est réellement passé ici. J'ai regardé directement Chloé une dernière fois. Voulez-vous savoir ce que je planifiais réellement avant d'entendre votre chat vidéo? Elle a secoué la tête, pleurant toujours, mais je pouvais voir qu'elle voulait savoir. J'ai mis la main dans la poche intérieure de ma veste et j'ai sorti une petite boîte en velours, l'ouvrant lentement. À l'intérieur se trouvait la bague art déco de ma grand-mère. Modeste mais d'une beauté exquise. Le diamant captait la lumière du lampadaire avec une élégance discrète. Le mois prochain, dîner privé dans mon appartement. Juste nous deux. Cette bague, celle que ma grand-mère a portée avec fierté pendant 54 ans d'un mariage authentique construit sur la confiance, la communication et l'amour sincère. J'allais te raconter toute l'histoire de la rencontre de mes grands-parents. Comment mon grand-père a économisé pendant des mois avec un salaire d'enseignant pour l'acheter. Comment ils ont construit une belle vie ensemble basée sur le partenariat et le respect mutuel plutôt que sur les likes Instagram et le nombre d'abonnés.
J'allais te demander d'être ma partenaire pour construire quelque chose d'aussi réel et significatif. Chloé a tendu la main vers la boîte, sa main tremblante. Je l'ai fermée délibérément et l'ai remise dans ma poche. Mais je ne peux pas donner cette bague à quelqu'un qui valorise les carats plus que le caractère. Je ne peux pas la donner à quelqu'un qui valorise les prix plus que le sentiment. Je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un qui traite l'amour comme une transaction et les relations comme du contenu à produire. Tu dis que c'est fini entre nous, a-t-elle chuchoté, la réalité s'imposant enfin. Je dis que tu as choisi la performance plutôt que le partenariat. Tu as choisi l'approbation de tes amis et la validation des réseaux sociaux plutôt que notre confiance et notre intimité. Tu as choisi la manipulation plutôt que la communication. Et quand quelqu'un te montre qui il est vraiment à travers ses choix et ses actions, tu devrais le croire. Je vais toutes les couper de ma vie tout de suite. Je ne leur parlerai plus jamais. Je les bloquerai partout. Elles ne t'ont rien forcé à faire. Elles ont suggéré une idée, mais tu l'as adoptée avec enthousiasme. Tu l'as planifiée. Tu as acheté l'accessoire. Tu as assigné les positions. Tu étais excité à l'idée de capturer mon humiliation. Tu es responsable de tout cela. Et même si tu les coupes de ta vie demain, je saurai toujours que lorsque tu te sentais en insécurité ou que tu avais besoin de validation, tu as choisi la manipulation et l'humiliation publique comme stratégie. Je me demanderai toujours quels autres tests ou stratagèmes tu créerais la prochaine fois que tu te sentirais incertaine. Alors c'est ça? 2 ans ensemble et tu jettes tout ça par-dessus bord pour une seule nuit. Tu nous as mis fin au moment où tu as acheté cette fausse bague. Tu nous as mis fin quand tu as commencé à planifier cette manipulation. Tu nous as mis fin quand tu as décidé que notre relation était du contenu à produire plutôt qu'un partenariat à chérir. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, les laissant debout sur le trottoir dans la nuit fraîche de Paris. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 SMS, 23 appels manqués et d'innombrables notifications. La progression des messages de Chloé était presque classique. D'abord sont venues les excuses désespérées, puis les marchandages et les promesses de changer. Puis la colère quand elle a réalisé que je ne répondais pas, puis les tentatives de rejeter la faute sur ses amis. Puis d'autres excuses mêlées de culpabilité. Je suis tellement désolé, mon amour. Je sais que j'ai fait une énorme erreur. S'il te plaît, rappelle-moi. Je ne peux pas croire que tu m'ignores après tout ce que nous avons traversé. Nous devons en parler comme des adultes. Mes amis sont toxiques et je les coupe complètement de ma vie. C'est de leur faute si elles m'ont mis ces idées en tête. Tu es incroyablement cruel en ne me donnant même pas une chance de m'expliquer correctement. Je t'aime tellement. Ne jette pas notre histoire par-dessus bord pour une nuit stupide. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Dans l'après-midi, plusieurs vidéos de l'incident s'étaient répandues sur les réseaux sociaux. Tiffen avait essayé de publier sa propre version éditée avec une légende sur les hommes manipulateurs qui rabaissent les femmes pour avoir des standards et connaître leurs valeurs, mais la section des commentaires l'a absolument détruite. Quelqu'un qui dînait au restaurant avait posté la vidéo complète avec un contexte complet, et cette version était devenue virale. Des millions de vues sur TikTok, Instagram, Twitter et Reddit, avec des commentaires majoritairement favorables à ma réaction. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années, des amis de l'université, d'anciens collègues, même des parents éloignés, tous voulant savoir si j'allais bien et exprimant leur soutien. J'ai éteint complètement le téléphone et j'ai passé le reste de la journée dans un silence béat. 3 jours plus tard, des fleurs sont arrivées à mon appartement. Des arrangements coûteux et élaborés qui ont probablement coûté des centaines d'euros. La carte disait, je sais que j'ai fait une erreur pire que ce que je peux exprimer. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de prouver que j'ai changé et que j'ai appris de cela. Je t'aime plus que tout au monde. J'ai jeté tout l'arrangement à la poubelle sans hésiter. Une semaine après l'incident, un coursier a livré une lettre manuscrite de 5 pages. J'ai lu le premier paragraphe. Elle avait complètement rompu avec toutes ses amies, les avait bloquées sur tout, avait commencé à consulter un thérapeute 2 fois par semaine, avait réalisé à quel point elle était devenue toxique, avait compris maintenant que l'amour réel n'a pas besoin de tests ou de manipulation, et j'ai jeté le reste. Trop peu, trop tard. Les mots sur papier ne pouvaient pas reconstruire ce qu'elle avait détruit. 2 semaines plus tard, j'ai appris par des amis communs que tout le groupe d'amis avait implosé de manière spectaculaire. Tiffen avait perdu des milliers d'abonnés et plusieurs contrats de parrainage de marque avec des entreprises se distançant publiquement d'elle.
Sophie avait été licenciée de son poste de gestionnaire de réseaux sociaux pour avoir fait preuve d'un mauvais jugement et de manquements éthiques. Le fiancé de Nadia avait annulé leur mariage après avoir vu la vidéo et réalisé qu'elle s'était vantée de l'avoir manipulé de la même manière. Seule Clara avait publié une véritable vidéo d'excuses publiques, reconnaissant son rôle et prenant ses responsabilités. Bien que même cela n'ait pas pu réparer les dommages à sa réputation. 3 semaines après cette nuit au Le Chardon Bleu, j'ai rendu visite à ma mère à Évry pour notre dîner dominical habituel. Elle avait tout entendu. La vidéo avait circulé via les réseaux familiaux. J'ai vu la vidéo en ligne, a-t-elle dit, me montrant l'alliance de mon père qu'elle gardait toujours dans une petite boîte. Ton père serait si fier de la façon dont tu as géré cette situation. Il m'a fait sa demande dans notre minuscule cuisine d'appartement. Pas de public, pas de performance, pas de production coûteuse, juste de l'honnêteté et de l'amour. Ce simple moment d'authenticité nous a duré 27 belles années jusqu'à ce que le cancer l'emporte. Ce que cette fille voulait, ce n'était pas un mariage. C'était une production théâtrale pour des inconnus en ligne. 4 semaines après l'incident, Chloé est apparue devant mon immeuble un samedi soir. Le portier a appelé. Il y a une Chloé Dubois qui veut vous voir, monsieur. Elle dit que c'est important. Je suis descendu dans le hall, mais j'ai refusé de la laisser monter dans mon appartement. Elle avait l'air vraiment dévastée. Elle n'avait clairement pas bien dormi, avait probablement perdu du poids, son apparence habituellement immaculée était quelque peu ébouriffée. Je suis en thérapie intensive depuis 1 mois maintenant. Je comprends exactement ce que j'ai fait de mal et pourquoi c'était si dommageable. J'ai passé des semaines à décortiquer à quel point j'étais devenu toxique. J'ai détruit la meilleure chose de ma vie. Je crois que tu le comprends maintenant, ai-je dit calmement. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas réessayer? Pourquoi ne peux-tu pas me donner une autre chance de prouver que j'ai changé? Parce que comprendre ce que tu as fait de mal ne reconstruit pas magiquement la confiance qui a été complètement brisée. Cela n'efface pas le fait que tu as valorisé le contenu des réseaux sociaux plus que la connexion authentique. Cela ne change pas que lorsque tu te sentais en insécurité, ton premier instinct était la manipulation au lieu d'une communication honnête. Mais les gens changent. Les relations survivent aux erreurs tout le temps. Les couples surmontent les moments difficiles. Ce n'étaient pas des erreurs, Chloé. J'essaie de t'expliquer ça. Les erreurs sont des accidents, des choses qui se produisent dans des moments de mauvais jugement sans planification. Tu as passé des jours à planifier ce stratagème. Tu en étais excité. Tu étais impatiente de me voir humiliée. Tu as discuté de stratégie avec tes amis comme si c'était une opération militaire. Ce n'est pas une erreur. C'est révéler qui tu as choisi d'être à ce moment-là. Et je ne peux pas construire une vie en me demandant qui tu choisiras d'être la prochaine fois que tu te sentiras en insécurité ou que tu auras besoin de validation des autres. Alors rien de ce que je fais ne comptera jamais? Je suis juste condamné pour toujours pour une mauvaise décision. Tu n'es pas condamné. Tu n'es juste plus ma partenaire. Prends tout ce que tu as appris en thérapie et sois une meilleure personne pour quelqu'un d'autre. Mais la personne qui valorise l'authenticité et la communication directe plutôt que les jeux et la manipulation, ce n'est pas qui tu étais avec moi. Et je ne peux pas passer ma vie à espérer que tu deviendras un jour cette personne ou à me demander quand le prochain test arrivera. Je t'aime, a-t-elle chuchoté désespérément. Au passé, ai-je dit fermement. Je t'aimais aussi. Mais cette personne, celle que j'aimais, est morte au Le Chardon Bleu, quand elle a rejeté une fausse bague qu'elle a achetée elle-même pour du contenu Instagram et des aspirations à une vidéo virale. Je suis retourné à l'ascenseur sans regarder en arrière. À travers les portes vitrées, je pouvais la voir debout dans le hall en pleurs, mais je ne ressentais rien d'autre qu'un lointain sentiment de tristesse pour ce qui aurait pu être si elle avait fait des choix différents. 3 mois après cette nuit au Le Chardon Bleu, j'ai rencontré Élise Dubois lors d'un événement bénévole servant des repas dans un refuge pour sans-abri. Elle était directe, authentique, d'une honnêteté rafraîchissante, et quand je lui ai finalement raconté toute l'histoire, sa réaction immédiate a été « Toute personne qui ferait ça à quelqu'un qu'elle est censée aimer ne comprend pas réellement ce qu'est l'amour. » Ce n'est pas de l'insécurité. C'est de la cruauté calculée déguisée en estime de soi. Nous avons eu plusieurs vrais rendez-vous au cours des semaines suivantes. Un café dans un petit établissement indépendant. Un après-midi au musée du Louvre. Des balades à vélo le long des quais de Seine lors de belles journées d'été. Pas de jeu, pas de test, pas de performance, juste une connexion authentique entre 2 personnes qui apprennent à se connaître. 6 mois après cette nuit au Le Chardon Bleu,
je prenais un verre avec mon meilleur ami, Marc, au le comptoir du Relais, un bar souterrain branché dans le quartier de l'Odéon, quand il a mentionné qu'il avait entendu par des amis communs que Chloé sortait avec quelqu'un de nouveau. Tant mieux pour elle, ai-je dit, le pensant sincèrement. J'espère qu'elle a appris quelque chose et qu'elle le traite mieux qu'elle ne m'a traité. C'est étonnamment mature de ta part, a observé Marc. J'ai appris quelque chose de crucial de toute cette situation. Mon respect de soi n'est négociable en aucune circonstance. L'amour véritable n'a pas besoin de tests, de manipulation ou de performance publique. Et la bonne personne ne vous fera jamais vous prouver par l'humiliation ou des démonstrations coûteuses. Élise semble vraiment géniale, d'ailleurs, a dit Marc avec un sourire entendu, je l'aime beaucoup plus que. Eh bien, tu sais. Elle est géniale. Tu sais pourquoi? Elle parle directement de ce qu'elle veut et de ce dont elle a besoin. Elle utilise ces mots comme une adulte au lieu de créer des stratagèmes élaborés. C'est un concept révolutionnaire, apparemment. Marc a ri. Qui aurait cru qu'une communication honnête pouvait être si efficace dans les relations? Cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai sorti la boîte en velours une fois de plus et j'ai regardé la bague de ma grand-mère. Le diamant art déco captait la lumière de ma lampe de bureau. Élégante et intemporelle. J'ai pensé aux 54 ans de mes grands-parents ensemble, bâtis sur une fondation de confiance et de partenariat authentique. Je ferai ma demande à Élise dans environ 6 mois, me donnant une année complète de fréquentation pour vraiment nous connaître. Ce serait privé et significatif. Peut-être lors d'un dîner tranquille chez moi ou lors d'une promenade le long du lac au coucher du soleil. Pas de public, pas de caméra, pas de performance pour les réseaux sociaux. Juste 2 personnes se choisissant honnêtement et authentiquement. J'ai remis soigneusement la bague dans le tiroir. Elle signifierait à nouveau quelque chose de beau. Donnée à quelqu'un qui valorisait ce qu'elle représentait plutôt que ce qu'elle coûtait. Chloé pensait qu'elle testait mon amour cette nuit là-haut, le chardon bleu. Ce qu'elle a réellement testé, c'était mon respect de soi, mes limites, ma volonté d'accepter la manipulation déguisée en stratégie relationnelle. Et j'avais réussi ce test haut la main en refusant simplement de jouer le jeu qu'elle avait conçu. Parfois, la meilleure demande en mariage est celle que vous ne faites pas à la mauvaise personne. Parfois, l'amour signifie avoir le courage de s'éloigner de quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'est réellement l'amour. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire est de reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est et de refuser de participer au jeu toxique de quelqu'un d'autre. La bague que ma grand-mère a portée pendant 54 ans de vrai mariage méritait mieux que quelqu'un qui la voyait comme une antiquité embarrassante. Elle méritait quelqu'un qui comprenait que la valeur de l'amour ne se mesure pas en carat ou en like sur les réseaux sociaux, mais en confiance, en respect et en partenariat authentique. Et je méritais mieux que quelqu'un qui organiserait un rejet public pour du contenu viral. 6 mois plus tard, lors d'une soirée tranquille dans mon appartement, avec seulement la lumière des bougies et une musique douce, je demanderais à Élise de m'épouser avec cette même bague. Elle dirait oui avec des larmes de joie sincère, et elle la porterait avec plus de fierté que n'importe quelle influenceuse ne portait ses mises à niveau de 2 carats parce qu'elle comprenait ce qu'elle représentait. Pas seulement 54 ans d'amour de mes grands-parents, mais le choix que je faisais de construire quelque chose de réel avec quelqu'un qui valorisait l'authenticité plutôt que les apparences, mais cette nuit-là, 6 mois après le chardon bleu, j'ai simplement fermé le tiroir et j'ai souri. J'avais appris la leçon la plus importante de ma vie.